Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, du coup, j'ai décidé d'intercaler une vidéo entre la mini-série que j'ai commencée sur l'expatriation aux Émirats Arabes Unis. Tout simplement parce que j'ai eu des questions en fait qui m'ont fait penser que ça serait intéressant de vous mettre une sorte de do and don'ts de ce qu'on peut ou pas faire à Dubaï et aussi tout ce qui serait bon de savoir. Et je pense que ça peut être pas mal. Ça sera une vidéo un peu plus courte du coup. Et ça vous permettra d'avoir un pêle-mêle d'informations importantes sur place pour l'arrivée. Et ensuite, on continuera la série comme je l'avais déjà présenté avec l'installation, logement, location de voiture, premier emploi. Voilà, qui seront des questions plus abordées de manière plus approfondie. Donc voilà, là je suis dans ma voiture, on part pour la plage. Donc une fois qu'on sera arrivé, j'essaierai de me poser et de continuer ça. Et je vous ferai ça en point comme je vous ai dit. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc rebonjour à tous. Donc je m'excuse, j'ai pas pu ni commencer ni finir aucune vidéo quand on était à la plage parce que tout simplement il y avait beaucoup trop de vent. Donc je voulais pas faire une vidéo dans ce contexte-là. Là, j'ai essayé cette fois-ci de rajouter un micro pour que le son soit un peu moins perturbé et aussi pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité de son. Donc voilà, je ne vais pas faire plus d'introduction comme je l'ai déjà faite et que je l'inclurai également dans la vidéo. On va tout de suite commencer par le point numéro 1. Donc premier point, ne jamais donner son passeport ou son Emirates ID à son employeur. Alors, je vais commencer tout simplement par le Emirates ID parce que le Emirates ID, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez tout simplement pas vivre décemment dans le pays. Clairement, il est utilisé pour tout et n'importe quoi, notamment pour la location du logement, notamment pour une fois que vous avez réussi à louer le logement, je ne sais pas par quel miracle sans l'Emirates ID, vous en aurez besoin pour souscrire au contrat d'électricité, d'eau, internet, enfin tout, notamment également pour ouvrir un compte. Or là-bas, sans ouvrir un compte, vous ne pouvez pas déposer les chèques de caution et les différents chèques que vous allez devoir poser annuellement donc, pour avoir votre logement. Donc déjà pour l'Emirates ID, ce n'est pas possible que votre employeur là, s'il veut tout simplement que vous puissiez vivre. Donc déjà ça, ne le donnez jamais, mais vraiment jamais. Donc, si vous êtes quand même dit, je donne mon passeport parce que je ne l'utilise pas aussi souvent et que l'employeur vous a promis que suite au remplissage d'un petit formulaire où vous expliquez pour quelles raisons vous souhaitez le récupérer, vous ne l'aurez sans problème. Bon, imaginons que cette situation arrive. Si cette situation arrive, il faut savoir que c'est compliqué parce qu'en fait, vous aurez l'employeur qui regardera comme un contrôle sur vous. Si par exemple, vous souhaitez quitter l'entreprise et que l'entreprise ne vous le permet pas ou que vous avez un souci et que vous devez absolument voyager, à partir du moment où l'employeur a votre passeport, c'est très compliqué parce que vous allez devoir lui faire une demande plus ou moins officielle, certains par mail, d'autres, comme je vous ai dit, par un formulaire que vous remplissez où vous expliquez les raisons concrètes de votre demande, en sachant que le passeport, on sait tous qu'il ne sert la plupart du temps que pour le voyage, vu que l'Emirates ID va vous servir pour toutes les autres démarches sur place. Il sera que du coup vous souhaitez voyager et vous allez devoir lui expliquer les circonstances dans lesquelles vous voyagez, notamment si vous avez fait une demande de congé normal, des congés payés ou pour avoir des vacances et que votre motivation en était une autre et qu'on vous a refusé ces vacances parce que en tout cas, voilà, vous allez devoir du coup justifier vos motivations. C'est très compliqué, ça va vous faire rentrer dans une sorte de rapport de force et de négociation avec votre entreprise. C'est pas l'idéal pour s'installer dans un pays que d'être en conflit perpétuel avec son entreprise pour récupérer son passeport. Ensuite, si par exemple je prends le cas du coup des Français du coup comme moi, si vous souhaitez faire des démarches en ambassade, par exemple pour des enfants ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas votre passeport, on va vous le demander. Vous allez devoir encore une fois justifier et à chaque fois que vous aurez besoin d'une démarche officielle et voire personnelle, vous serez dans l'obligation de le divulguer à votre entreprise car ils peuvent juger que votre motivation pour avoir votre passeport n'est pas très importante et donc vous le refusez. Donc vous êtes obligé de dire plus ou moins la vérité.
Donc voilà, le seul moyen de s'en sortir, et encore, je ne l'ai jamais testé, ça serait aller se dire qu'en gros, vous l'avez perdu ou que vous l'avez égaré, mais enfin, je veux dire, vous la volez, mais bon, enfin, voilà, c'est libre à l'ambassade de vous croire ou pas, et en plus, les démarches peuvent être importantes, du coup, si c'est une urgence de quitter le pays, vous pouvez être coincé pour quelques mois. Point numéro 2, réservez toujours, donc c'est un doux, réservez toujours vos activités et les lieux que vous souhaitez visiter en avance. Si vous avez l'occasion d'avoir des coupe-fils, c'est le mieux, car clairement, tous les lieux, presque tous les lieux sont considérés comme touristiques. Donc du coup, vous aurez forcément de la queue, une queue très très longue, et en plus de ça, sous un soleil de plomb, hein, il fait quand même chaud, hein, quelle que soit la saison, il fera chaud. Et en plus, vous risquez de ne pas être admis. Réservez toujours en avance vos activités, notamment à Dubaï et à Abu Dhabi, peut-être un peu moins dans les autres Émirats. Donc, troisième point, ne travaillez jamais, mais vraiment jamais pour une entreprise sans visa. Je sais que certains peuvent être attirés par le fait de se dire qu'ils vont commencer et puis que finalement l'entreprise finira par les prendre. C'est pas quasi sûr, et puis en plus de ça, vous vous exposez à des grands risques sur place, sans compter que selon vos moyens, vous risquez de vivre sur vos économies parce que l'entreprise peut tout simplement vous dire qu'à un moment ou l'autre, elle ne vous paye plus, et voilà, bah, clairement, vous allez vous retrouver dans un dilemme. Est-ce que je reste quand même? Est-ce que j'essaie de trouver quelque chose? Voilà, il faut vous dire que dans la vie, il y aura toujours une opportunité, vous trouverez forcément une entreprise un jour ou l'autre qui sera sérieuse, et puis ça se trouve, ça ne sera pas forcément aux Émirats, ça ne sera pas forcément dans la ville de Dubaï, peut-être que c'est un autre pays qui vous attend, ou peut-être que vous êtes tout simplement, vous resterez tout simplement en France. Dans tous les cas, pour ce cas-là, le fait de travailler sans visa vous expose donc au risque de ne pas être payé, au risque d'être entre guillemets malmené par l'entreprise sans pouvoir vous plaindre. Vous ne pourrez en effet avoir aucune autorité si il se passe quoi que ce soit. Si vous allez vous plaindre auprès du ministère du Travail, le premier reproche qu'on vous fera, c'est d'avoir accepté de travailler sans visa. Donc, point numéro 4, privilégiez la saison de octobre à mars-avril pour voyager et pour pouvoir faire des activités extérieures ou touristiques. Tout simplement parce que les températures sont les plus clémentes à cette saison-là, et aussi parce que vous risquez de trouver la plupart des lieux ou des activités fermées. Alors, cinquième point, ne jamais ou ne pas en tout cas contracter de crédit, même sans intérêt, sur une longue période. Tout simplement parce que vous n'êtes jamais sûr de garder votre travail. Là-bas, ça va très vite. On peut tout simplement décider, après même pas un mois de travail, de vous virer, et vous n'avez qu'un mois qui est assez court pour retomber sur votre patte ou retrouver un autre travail, je crois en tout cas. Et voilà, vous avez également le fait que si vous travaillez pour l'entreprise, au bout de 2 ans, vous devez renouveler votre visa. Donc soit vous renouvelez avec la même entreprise, soit vous renouvelez avec une autre entreprise. Or, l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement peut peut tout simplement ne pas vous renouveler votre visa, ou encore pire, vous pouvez avoir le cas où ce sont les autorités émiraties qui décident que pour une raison inconnue, vous ne saurez jamais pourquoi ils ne renouvellent pas votre visa. Souvent, c'est des cas de politique. Voilà, moi j'ai eu une petite anecdote. J'avais eu le cas de personnes d'origine tunisienne à cette époque-là qui n'avaient vu leur visa refusé, soit en renouvellement des 2 ans, soit parce qu'ils quittaient l'entreprise et ils souhaitaient aller dans une autre entreprise, tout simplement parce qu'il y avait des problèmes diplomatiques entre ces deux pays. Donc faites très attention à ça. Donc ensuite, voilà, je sais que certains veulent peut-être accéder à la propriété, notamment quand on est en famille, ou notamment quand on a prévu de s'y installer réellement pour très longtemps, mais attendez de voir. Moi, je pense qu'il faut vraiment attendre en moins de 3 ans. Déjà, être sûr que l'entreprise dans laquelle on va y rester ou pas. Il faut vraiment être beaucoup plus stable pour se permettre ça. Et n'oubliez pas que vous ne serez jamais naturalisé.
vos enfants non plus, si vous les faites même naître là-bas, et vous avez qu'une résidence. C'est, voilà, je veux dire, soit vous avez les moyens de vous acheter une maison ou, voilà, ou autre type de bien sans avoir à faire un crédit, soit vous n'avez pas les moyens. Donc avant de poursuivre les points, je vais faire tout de suite un petit disclaimer parce que je connais les gens donneurs de leçons pour tout ce qui est crédit. Je n'encourage mais aucunement les crédits. Notamment, je pense que par rapport à ma religion, clairement, je connais très bien ce point-là. Je n'encourage pas. Par contre, je conseille parce que je sais que je préfère le dire que pas le dire parce qu'il y a des personnes qui le feront dans tous les cas et qu'on n'est pas maître de ce que font les gens. Mais il vaut mieux qu'ils sachent dans quoi ils s'engagent. Parce que voilà, il ne faut pas se dire que c'est comme en France. Déjà, en France, il y a des moments où ça peut être problématique pour certaines personnes, mais enfin, il y a beaucoup plus de vérifications qui sont faites. Donc, c'est pas la peine du coup de venir me faire des retours par message ou voilà sur le fait d'encourager ou pas les crédits. C'est pas du tout le cas. Je vous explique juste une situation qui peut se passer et nombreux sont les personnes qui le font, quelle que soit leur religion. Point numéro 6, donc un doux. Alors, emportez toujours avec vous un petit châle ou une petite veste. Alors, ça va faire sourire certaines personnes, ce point et tout, mais là-bas, on ne blague pas avec l'air conditionné. Que ça soit dans les malls, que ça soit dans le cinéma, enfin dans les cinémas, c'est horrible. Il fait vraiment très froid. Donc, point numéro 7. N'allez jamais passer la nuit tout seul, j'ai bien dit tout seul, dans le désert. Alors, on a tendance à penser que les Émirats, notamment Dubaï, c'est très sûr. Peut-être, oui, c'est sûr. Je ne vais pas dire le contraire. C'est quand même un pays où on se sent assez sûr, notamment pour les femmes. Donc voilà, il est vrai qu'il est souvent revendiquer, enfin, ce pays revendique souvent le fait qu'à quelle que soit l'heure à laquelle vous sortez, notamment pour des femmes, même seules, elles peuvent sortir à n'importe quelle heure sans avoir le moindre souci. La ville est sous surveillance, la police est toujours là, et voilà. Mais n'oubliez pas que, bon, même si le désert n'est pas aussi grand qu'il l'était il y a plusieurs années, il reste quand même assez important, et vous avez quand même des zones où la police ne va pas forcément aller patrouiller, voilà. Et voilà, enfin, il y a eu des cas, c'est souvent étouffé par le pays, mais il y a eu malheureusement des cas d'agression, voilà, d'ordre, enfin, ça peut être même d'ordre, voilà, sexuel, ça peut être d'ordre crapuleux, mais voilà, ne vous laissez jamais aussi entraîner par, je parle plus aux femmes pour ça, ne vous laissez jamais entraîner par des groupes, bon, généralement d'hommes, hein, ne vous laissez jamais entraîner par des groupes d'hommes sous prétexte de vous montrer le pays, hein, ou quoi que ce soit et tout. Point numéro 8, emportez toujours avec vous vos ordonnances médicales. Il y a une tolérance zéro qui est appliquée par le pays pour les médicaments jugés forts. Je ne sais pas si vous connaîtrez la liste avant de partir, donc ne tentez même pas. Il suffit d'une simple fouille à l'aéroport pour vous retrouver dans des problèmes hallucinants. Vous êtes vraiment dans la... Voilà. Et donc du coup, c'est clairement, ils ne rigolent pas comme je vous ai dit avec ça, et c'est direction, direction la zanzon, quoi. Alors, point numéro 9, éviter les excès de vitesse. Alors, ça peut paraître un peu bête de dire ça, hein, ça paraît logique, on va pas vous conseiller de faire des excès de vitesse, mais pourquoi il faut absolument éviter? Déjà, tout simplement parce que vous avez largement de quoi rouler vite. Ils ont une tolérance plus importante qu'en France, notamment sur les autoroutes qui vont jusqu'à 120 officiellement, mais 140 officieusement. Les radars ne flashent pas avant 140, donc vous avez quand même une marge de 20 km. Ça nous change des 4 km, des 4 km en France. Donc bon, voilà, ça peut arriver d'aller un petit peu vite, mais vous avez une marge assez importante pour éviter. Pourquoi je dis qu'il faut éviter? Alors tout simplement parce qu'ils ont des radars dernier cri. Presque, enfin on dit de Dubaï que presque tous les 200-300 mètres vous rencontrez un radar. C'est presque littéralement ça. En autoroute, vous en avez tout le temps. En plus de ça, en dehors des radars, la police
comme les taux d'insécurité et de criminalité sont quand même assez faibles, ils ont que ça à faire en fait de vous surveiller au niveau de votre conduite. Donc vous avez souvent des voitures postées à différents endroits possibles comme des sorties d'autoroute, comme des petits, voilà, des petits renforcements, voilà. Et puis après, c'est très simple du coup de vous flasher. Puis bon, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Une fois que vous passez en fait devant cette voiture de police, donc ils sont équipés des caméras dernier cri, c'est comme si, vous voyez, un peu comme dans les films américains où on voit le profil s'afficher sur l'ordinateur ou la tablette, bah, c'est absolument, c'est presque ça en fait. C'est voilà, vous avez votre truc, en fait, ils flashent votre plaque et après ils ont tout hein, sur vous. Donc, du coup, voilà. Vous arrivez à peu près, alors de mémoire, c'était 5000 dirhams, quelque chose comme ça. Donc, un peu plus de 1200 euros. Là, en fait, si vous êtes flashé à nouveau, alors que vous avez des amendes, vous pouvez perdre votre permis sur place en tout cas, et donc vous perdez votre permis et on peut vous interdire je ne sais plus, pendant une période donnée. Et aussi, je crois qu'il y a possibilité que ça aille jusqu'à de la prison ou des amendes beaucoup plus importantes. Voilà, mais en Alors, on continue avec le point numéro 10, qui est de éviter de payer ses amendes de suite. Alors, vous me direz, ça contredit un peu le point numéro 9, mais c'est pas vraiment ça. Dans le point numéro 9, je vous dis qu'en fait, le fait de cumuler des amendes généralement importantes et qui peuvent dépasser les 1200 € peuvent vous entraîner à avoir des conséquences fâcheuses. Là, c'est pas le cas. Là, je vous parle par exemple dans le cas annuel, vous avez une ou deux amendes avant le renouvellement de votre carte grise. Il faut savoir que tous les ans, vous devez repayer une certaine somme d'argent selon le modèle de votre voiture, enfin un peu comme dans les assurances, l'ancienneté, toutes les choses comme ça. Vous devez repayer du coup la carte grise et tout, donc ça se fait sur un site internet automatiquement, et vous retrouvez également, si vous avez des amendes, vous retrouvez les amendes à payer. Donc c'est pas un souci. Tant que vous ne dépassez pas l'année, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous ne pourrez renouveler votre carte grise que si vous réglez ces amendes en même temps ou avant. Donc moi, je conseille de ne pas le faire tout simplement parce que il est coutume là-bas que tous les ans, on élise en fait une année selon une valeur. Alors souvent, c'est des valeurs qui sont revendiquées en islam. Par exemple, il y a eu une année où le shir d'Abu Dhabi, qui est donc le shir des Émirats arabes unis, a décidé que c'était l'année de la générosité. Donc, pour montrer son élan de générosité, il a décidé alors de mémoire, c'était d'abaisser les amendes de moitié leur prix. Donc voilà, donc si vous aviez une amende, si vous aviez un cumul d'amendes qui faisait 200 €, vous ne payez plus que 100 €. Donc imaginons que la décision ait été prise en mars et que vous, votre renouvellement de carte grise se fasse en juin. Vous aurez du coup, cette décision sera répercutée directement sur votre espace client dans le site internet qui vous permet de renouveler votre carte grise. Bon, alors malheureusement, si la décision a été prise avant, c'est plus compliqué. Voilà, ça dépend sur quoi vous tombez. Mais en tout cas, c'est un conseil que je vous donne. En attendant de savoir sur quelle année vous êtes ou pas, pourquoi pas profiter de ça? Parce que souvent, les amendes, alors je dis pas qu'on ne mérite pas les amendes qu'on a et qu'on doit se dédouaner de les payer. Je dis juste que c'est quand même des amendes très importantes et que bon, après, c'est pas votre décision. Si quelqu'un décide de vous alléger la dette que vous avez, vous n'êtes pas responsable de cet allègement. Voilà, moi je vous demande pas après de voler l'État et tout. Là, c'est une décision de l'État. Ça peut être intéressant parce que des fois, ça va très vite. Les amendes, je vous ai dit qu'il y avait des radars partout. Et puis bon, bah, c'est vrai que ça va vite, que ça soit en excès de vitesse, que ça soit tout simplement même en parking. Des fois, on gare vite fait la voiture et en fait, la police est partout. Et voilà, il y a des zones qui coûtent très cher, notamment les zones principales qui tournent autour de Downtown ou de Financial Center, Business Bay, encore ça va. Voilà, vous avez des endroits qui n'ont pas forcément des parkings non payants. Déjà, je crois avoir jamais vu de parking non payant à part quand vous allez dans des endroits type activité d'extérieur. Mais enfin, voilà.
Donc voilà, pour finir sur ce point, évitez, si vous avez la possibilité d'attendre le renouvellement de votre carte grise et que ça tombe sur une année où on va vous faire ça, voilà, ça arrive assez régulièrement. Donc enfin, pour clôturer les do and don'ts, je vais passer au point numéro 11 qui est, alors ne manquez jamais de respect et ne parlez jamais mal de la famille royale en public. Alors, ça peut prêter à sourire. Les personnes qui viennent de France vont trouver ça étrange. On n'a pas l'habitude d'être censuré. En tout cas, à ce niveau-là, sur la critique, on peut tout simplement parler mal, entre guillemets, du président de la République, ce qui n'est pas le cas. Là-bas, vous n'avez pas déjà un président de la République, vous avez affaire à des rois. Donc, du coup, ils considèrent qu'ils ont un certain niveau je veux dire, ils ont un certain pouvoir et qu'ils n'ont pas à être critiqués. Ils n'acceptent déjà pas la critique de leur propre peuple. Je ne vois pas pourquoi ils accepteraient ceux des expatriés qu'ils accueillent pour eux très généreusement dans leur pays. Donc il faut savoir que c'est un point important qui peut vous entraîner Oui, je disais que c'était considéré comme une faute grave, qui peut à nouveau vous entraîner en garde à vue, voire plus de conséquences encore plus fâcheuses que ça. Donc voilà, évitez de discuter de ce genre de choses. Je vous donne une petite anecdote si vous le souhaitez. Par exemple, quand il y a eu le cas du Qatar, donc le cas du Qatar, c'est plusieurs pays du Moyen-Orient qui ont décidé de clôturer leurs frontières et leur collaboration ou leur relation avec le Qatar, prétextant, enfin en tout cas la version officielle, prétextant que du coup, à cette époque-là, le Qatar aidait les terroristes en leur fournissant des armes. Le Qatar a été soutenu par la Turquie et par certains autres pays qui sont restés peut-être neutres, mais en tout cas, la décision est toujours d'actualité. Avant, vous pouviez partir avec Qatar Airways, maintenant que les frontières sont fermées, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas passer, par exemple, des Émirats Arabes Unis au Qatar. Si vous souhaitez aller au Qatar, vous allez devoir faire une sorte de petit parcours du combattant, aller dans un pays qui l'autorise de mémoire, je crois qu'il y a le Koweït et le Bahreïn, mais je ne m'avance pas plus dessus, pour pouvoir ensuite aller au Qatar. Voilà, ça a été un cataclysme quand ça t'est arrivé. Du coup, voilà. Et il était interdit de s'opposer officiellement ou officieusement même cette décision ou de même critiquer cette décision. Ou voilà, il y a certaines personnes qui ont pu s'amuser publiquement à faire, ils ont été bannis du pays. J'ai eu quelques échos sur ça, mais je m'avance pas plus, je vais pas inventer des choses non plus. Je vous dis juste que moi, j'ai pu entendre. Bon. Donc voilà, donc du coup, voilà, ça clôture les do and don'ts et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous faire un bon à savoir. Voilà, j'ai pas mis plus de do and don'ts pour le moment. Si vous m'en demandez d'autres, j'essaierai de refaire une vidéo de ce style. Mais pour le moment, je pense avoir visé le principal et surtout, j'ai visé ceux que moi personnellement, je n'ai pas trouvé relatés dans des sites parce que les sites relatent des choses officielles et ne pourront jamais relater des expériences d'expatriés. Donc moi, je me suis dit que ça, c'était ce qui pouvait plus vous servir.